verra pas les questions. Hein. Non, il faut que j'allume mon téléphone. Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous encore une fois ce soir. Désolée pour le retard, c'est parce que vous le voyez peut-être, on a déménagé, on est dans les nouveaux bureaux de Gabriel, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui nous prête quand même son local, c'est sympa. Mais que du coup, ils viennent juste de déménager, de s'installer, nous on a eu du mal à trouver, enfin bon bref, désolée, désolée pour le démarrage avec retard. Ce soir, on est super contente de recevoir Somalie, qui est militante d'un collectif, le collectif comment il s'appelle, Roja, et qui est là justement pour nous parler de la situation en Iran. Donc elle va nous expliquer tout ça et surtout n'hésitez pas à poser des questions, c'est le moment quand on a la chance d'avoir quelqu'un avec nous comme ça qui connaît la situation, qui peut vraiment nous éclairer sur ce qui se passe, c'est super précieux, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre ce soir. Et puis nous avons aussi Muriel Levrault qui est députée de Côte d'Armor et qui vient nous parler notamment de la situation des AESH, c'est un sujet qu'elle travaille beaucoup avec Nadège d'ailleurs, puisqu'elles sont toutes les deux porteuses de notre proposition de loi sur le sujet, mais je vous laisserai en parler. Et puis peut-être qu'on parlera un peu de la loi du plomb, puisque vous avez vu qu'elle revient de multiples façons. On en parlera tout à l'heure. Comme d'habitude, notre excellente vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nadège Abou-Mangoli, qui parlera justement aussi des questions internationales, AESH aussi. Et puis je ne sais plus si tu avais un autre sujet que tu voulais aborder ce soir. Non, mais c'est déjà pas mal. Et puis du coup, encore moi, Anne Stambach-Ternoir, députée de la Haute-Garonne. Et moi, j'avais envie de vous parler de ICE et des prémices, d'une certaine façon, de ces dérives qu'on voit déjà dans notre pays, et probablement que je vous parlerai un petit peu de Sainte-Soline et de la 69 parce que quand même il faut que je vous tienne au courant et voilà. On y va. Alors d'abord on est très ravis de t'accueillir Somalie Rostanpour. Et bon, je te tutoie parce qu'en fait tu es membre d'un collectif féministe anticapitaliste iranien, kurde et afghan, donc je considère que tu es une camarade, donc on peut se tutoyer. La semaine dernière et même en début de semaine, les rumeurs, enfin, ça bruissait concernant une potentielle intervention militaire américaine en Iran. Ça prend des formes en général qui sont des bombardements. Quelle est la situation aujourd'hui ? D'abord, quel est le bilan en fait de la répression massive qui a eu lieu en Iran ? J'en profite pour réaffirmer notre solidarité avec le peuple iranien. Et j'en profite pour saluer les militants et militantes qui, ici, nous informent et relayent finalement les revendications populaires. Donc je te laisse la parole pour faire un point de la situation. Merci beaucoup Nadège, merci pour l'invitation. Je suis très ravie aussi d'être avec vous. Je commence un peu je pense que les gens, ils ont vu des images qui sont assez parlantes. Et aussi, vous avez très probablement entendu de l'ampleur de la violence qu'ils ont vécu les peuples. Je dis les peuples parce qu'il y a des peuples en Iran, parce que tous ces peuples, ils étaient dans la rue. Pour vous donner un bilan, on a à peu près 32 provinces en Iran, et pour la première fois, alors qu'on a connu plusieurs révoltes populaires massives en Iran, pour la première fois, il y a toutes les provinces qui étaient dans la rue, l'ensemble du pays, vraiment plus de 180 villes qui étaient dans la rue, et on a presque des personnes tuées dans toutes les villes, et dans certaines villes plus, dans certaines villes moins. Du coup, c'est vraiment l'ensemble de la population qui était dans la rue de façon massive, et c'est ça qui a fait peur aussi au régime. Et surtout, la révolte, elle avait commencé fin décembre, le 28 décembre. Mais il y a 2 jours, il y a le 8 et le 9 janvier, où on voit vraiment l'ampleur de la violence. Du coup, la plupart des personnes qui ont été tuées, ils étaient tués, ils étaient massacrés. Le massacre a été commis vraiment juste en 2-3 jours, qui est énorme, alors qu'il y avait des personnes tuées dans des autres régions. La révolte a commencé à Téhéran, elle arrive à Hamadan, des autres villes, et elle arrive à la région chiite de Kurdistan, du coup, très proche de ma ville natale où j'ai grandi, au Kurdistan. Et après, il y a des universités qui se mobilisent. Et enfin, il y a l'ensemble de pays qui se retrouvent dans la rue contre le régime, parce que tout de suite, je reviens sur certains points, mais c'est vrai que c'était une révolte qui a déclenché par les raisons économiques, mais il faut savoir qu'en Iran, il n'y a pas des raisons économiques pures, tout est politique, y compris les raisons économiques qui ont des explications forcément politiques. Du coup, après ce massacre, vous avez vu les images, je préfère de ne pas en parler pour rester vraiment
calme au niveau émotionnel, mais vous avez vu des sacs noirs, des personnes dans les sacs noirs, des accumulations des corps, humiliation des familles. Vous voyez, vous connaissez aussi dans la gauche, la tradition de gauche, on connaît très bien parce qu'en Iran, il y a cette culture de respect pour les morts. Et cette fois-ci, on a même transgressé ce respect pour les morts. Les familles, ils n'ont pas le droit, les familles endeuillées, je veux dire, un pays endeuillé, en fait, tu appelles les gens, ils pleurent pour 10 minutes et après ils commencent à te raconter, à te parler, à te discuter de situations. Les gens, ils sont dans un état de choc total, mais vraiment tout le monde, les gens les moins politisés du pays, ils sont plus choqués aujourd'hui. Il y a tout un tas de générations qui ont été politisées à travers de ces massacres. Du coup, dans ce contexte de l'ampleur de violence, du coup, à la fois c'est difficile d'avoir des informations, je sais, pour les gens qui sont à l'extérieur, mais à la fois il y a des enjeux géopolitiques, des questionnements, des tensions, les récupérations, des analyses et des solidarités ou de manque de solidarité qui peuvent aussi compliciter les choses. En tout cas, le régime, il avait très peur de cette révolte assez massive par rapport aux révoltes précédentes. La seule réponse du régime, c'était la violence, mais une violence inédite qu'on n'a jamais connue, même dans l'histoire violente du coup, du régime iranien. Moi, je suis kurde, du coup, pour nous, c'est un régime fasciste. Notre mémoire collective, c'est vraiment le djihad de Khomeini contre le Kurdistan. Il y avait des grands massacres dans les années 80, les années de création de régime. En fait, ce régime a été créé sur la base de violence. Et du coup, la violence constitutive de régime, les massacres massifs des prisonniers politiques, 90% de gauche dans les années 80 jusqu'au 88 en Iran, c'est ce qu'on appelle le décennie noire en Iran. Mais cette fois-ci, les gens ils disent que c'est même au-delà de cette violence. C'est-à-dire, si pendant le 8 ans de guerre entre l'Iran et l'Irak, on avait à peu près 400 personnes qui ont été tuées chaque jour, là on parle des milliers de morts juste en 2-3 jours. C'est juste un État qui touche ses citoyens. C'est pas possible. Du coup, les gens, ils sont vraiment ils étaient en colère. En fait, cette colère révolutionnaire a pris vraiment la forme à partir de 2017. On avait 4 révoltes, au moins 4 révoltes, parce qu'il y avait des révoltes des régions périphériques. D'ailleurs, comme les régions arabes, par exemple en 2020, pour l'eau, tout simplement, pour l'accès à l'eau, et les personnes pauvres, 2019. On avait la révolte de Zinjan Azadi 2022, pour vous rappeler. Du coup, il y avait vraiment toute une série de révoltes. Et dans toutes ces séries de révoltes, la revendication de abat la dictature, abat Khamenei, abat le régime, la chute du régime, c'était au centre de revendications à côté des revendications économiques. Du coup, dans cette ampleur, le block-out a été un peu... Là, ça existe toujours, ça continue à nous embêter aussi depuis la diaspora, parce qu'en fait, c'est l'ensemble de populations iraniennes à l'intérieur et à l'extérieur qui ont été prises en otage. C'est une punition collectif pour tout le monde, parce que déjà pour quelques semaines on n'avait pas les nouvelles. Moi j'ai tous mes proches qui sont en Iran, on n'avait pas des nouvelles, on n'avait pas de nouvelles de nos amis, des militantes qui ont l'habitude d'être dans la rue pour 3 semaines, imaginez ça. Mais maintenant du coup ça a été récupéré un peu de l'internet, mais c'est toujours très difficile dans certaines régions, c'est très difficile. Une de mes sœurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas réussi de parler avec elle. On échange par message, mais du coup, ça dépend de l'heure, ça coupe régulièrement. Et de toute façon, on parle d'intranet, c'est-à-dire l'Internet national. À partir de moment, ça va être stabilisé, ça va être l'ORL, ça va être comme un pays comme la Chine, où on n'a pas vraiment l'accès. Jusque-là, on avait vraiment un accès très filtré, très limité de monde extérieur, ce qui facilite aussi la répression interne pour le régime, et l'impunité du régime, ça renforce aussi l'impunité du régime. Mais là, ça va être vraiment un autre niveau pour couper complètement de monde. Et en plus, il y a la guerre qui s'approche de plus en plus. En fait, quand je parle avec mes soeurs, parfois je dis ok, en dormant ce soir, du coup tu te réveilles chaque 2 heures, chaque 3 heures pour vraiment vérifier. Il y a une autre soeur qui me disait que j'ai pas envoyé par exemple les enfants
Hier à l'école, j'ai d'abord allumé la télévision nationale parce que l'internet c'est compliqué aussi pour savoir s'il n'y avait pas une attaque dans une autre ville, à Téhéran ou ailleurs, et après envoyer mes enfants à l'école. Vous voyez, les gens ils sont vraiment dans la préparation de la guerre, etc. Donc ce qui complique la situation, c'est comment être à la fois contre l'invasion d'Israël, des États-Unis ou les pays impérialistes, de toute façon la guerre qui approche. La guerre injuste qui approche de plus en plus de l'Iran, mais aussi en étant toutes complètement contre le régime, c'est-à-dire dans un pays où tu peux plus respirer, il n'y a plus de vie, il n'y a que la mort qui parle, il n'y a que le deuil qui existe. Comment dans ce régime-là de être contre la guerre sans cette fois-ci être récupéré du coup la question par le régime iranien. Du coup j'ai envie de parler de toutes ces contradictions dans la souci s'il y a l'occasion. Du coup, ce que je retiens, c'est qu'on sait qu'en Iran, donc tu l'as évoqué, les soulèvements ont été nombreux ces dernières années. Ils ont été médiatisés mondialement, le dernier en 2022. Là est d'ailleurs un pays sous embargo, en fait, qui subit des sanctions, mais il y a une révolte contre l'accaparement des droits politiques, des droits sociaux, des droits économiques. Et surtout, j'ai l'impression que la spécificité, ça a été que on ne peut même pas parler de révolte identitaire, c'est vraiment une révolte populaire nationale qui inclut y compris toutes les minorités en Iran. Et donc c'est ça qui a fait peur au régime et c'est ça qui explique son ultra-violence en fait. C'est parce que c'est vraiment une révolte, je dirais même universelle en Iran, quoi. Ouais, et peut-être si je me permets là-dessus, parce que il y a aussi notre analyse qui est proche de votre analyse, mais il y a aussi des nuances dans ces analyses et parfois il y a la moitié de vérité qui a été dit et la moitié de vérité complètement cachée selon certaines analyses. Du coup, j'explique. Nous, on est Roja, c'est un collectif féministe. Composé des minorités nationales, des Kurdes, des Iraniens, mais des Afghans aussi qui sont très importantes et une minorité hyper opprimée, 5 millions en Iran. Et en plus, on est vraiment pour la cause palestinienne. Du coup, on est un collectif qui a subi vraiment la minorisation ici, dans la diaspora iranienne, etc., pour soutenir la cause palestinienne. Mais du coup, je préfère vraiment de poser le cadre avant de rentrer dans les détails, pour être clair que la cause palestinienne, c'est notre cause en fait. Mais s'il y a beaucoup de gens qui hésitent de dire que la cause iranienne, c'est notre cause, nous, on n'a aucune hésitation de dire que la libération de Palestine, c'est notre libération. Et on était dans la rue, on sera dans la rue jusqu'à la libération de Palestine. Du coup, on était contre le génocide, mais on est au-delà de ça. On est vraiment solidaires de toutes ces populations qui sont en résistance contre l'État colonial d'Israël. Mais ce qui se passe, ce qui complicite la situation, c'est que de voir dans la question de révolte en Iran, qui est la responsable principale. Pour nous, déjà, il faut vraiment poser ce cadre. La question, les impérialistes, ils jouent, ils instrumentalisent, mais c'est pas la première fois, ça va pas être la dernière fois non plus, mais pour nous, la responsable principale de crimes, des crimes, j'allais dire, depuis la révolution iranienne dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment la République islamique de l'Iran. Et c'est à partir de là, et c'est à partir de reconnaître son massacre qui a été fait par l'État sur sa propre population qu'on peut commencer des autres questions, d'aller sur des autres enjeux. Du coup, on refuse vraiment tout type de relativisation des crimes de l'État iranien, de dire que, ok, mais Israël, il fait ça aussi, ok, l'Iran, il a fait ça, mais bon, États-Unis, il en profite, mais qui en profite pas des enjeux géopolitiques? Du coup, on refuse aussi de diminuer la question de résistance de population iranienne, hein, des populations vraiment courageuses, parce que ici on se manifeste, mais on va pas être tué, on se fait pas tuer pour se manifester. Là-bas, vraiment, les gens ils se disent au revoir. Il y a beaucoup de messages qui ont été publiés. Du coup, les gens ils disaient au revoir à leur mère, à leur père. Du coup, en allant se manifester, tu vois, dans cette condition-là, comment on peut du coup soutenir vraiment un État, même s'ils se disent pro-palestiniens, même s'ils se disent pro de libération de Palestine. Mais nous, en tant que gauche, comment on peut soutenir un État qui est contre ses propres populations, qui a commis vraiment
des violences, des crimes affreux contre ces populations arabes, baloches, kurdes, turcs, azaris, tout, contre les femmes, les personnes cuir, contre toutes les minorités religieuses qui existent en Iran. Comment on peut dire que la vie de ces gens-là, ça, ils comptent pas? C'est juste la vie de certaines personnes qui comptent, et c'est pas grave si vous perdez la vie des milliers de gens, si vous avez même pas, du coup, juste pensons aux classes populaires, juste pensons aux travailleurs aujourd'hui. Vraiment, depuis l'invasion d'Israël jusqu'à aujourd'hui, on avait plus de 40% d'inflation en Iran. Mais comment vous pouvez soutenir en tant que gauche un tel État qui a une telle richesse dans le pays alors que ses propres populations, ils sont sous vraiment de pauvreté incroyable. Les régions qui étaient dans les pionnières de cette révolte, certaines régions, avant le 8 janvier, le restant, etc., c'est les régions les plus pauvres où le taux de chômage c'est parfois de plus de 40%. Vous voyez, c'est vraiment la classe populaire. C'est aussi les femmes de dire ok, on est féministes, j'imagine on est toutes féministes, on est là, mais comment vraiment de dire que votre cause féministe en Iran contre un État théocratique où il y a pour certains le nom de l'apartheid de genre, elle n'est pas grave, c'est pas importante parce que ça colle pas avec notre analyse géopolitique, parce que ça ne répond pas à notre analyse anti-impérialiste. Mais j'allais dire aussi deux mots sur cette analyse géopolitique qui réduit parfois, qui a un peu des nuances, mais pas suffisamment. Quand je disais, qui ne dit pas toute la vérité, mais la moitié de vérité, c'est quand il s'agit de questions de sanctions et questions économiques. Bien sûr, cette révolte, elle a été déclenchée par les questions économiques, et bien sûr que les sanctions, ils avaient des impacts importants sur la vie des gens, sur la santé surtout, sur du coup, il a affaibli de plus en plus la classe populaire. Mais il faut vraiment partir au-delà de illusions. Déjà, la situation économique, elle n'est pas juste à cause des sanctions. Non. La situation économique, on peut l'expliquer par plein de choses. En fait, il y a vraiment des expropriations massives dans ce pays. Il y a accumulation des possessions dans le pays. Il y a vraiment la question des logiques coloniales de la part de l'État contre les minorités. Oui, vraiment, c'est ça. Il y a des pillages des ressources publiques. Tout est privatisé en Iran. Il y a plus de 80% des contrats, ils sont des contrats intérim en Iran. Vous pouvez imaginer comment la classe populaire, vraiment, est subie pour aller à l'hôpital et sortir. Il faut vendre quelque chose. Adrien Clouet, notre collègue, avait fait cette analyse-là en expliquant que lorsqu'on était de gauche, on ne pouvait pas soutenir ce régime, notamment par ses pratiques néolibérale et de captation des richesses. En plus, il y a tout un système rentier, c'est-à-dire il y a vraiment une famille oligarchie de régime proche de noyau dur de régime, de noyau très militarisé de régime, qui a toute la richesse de peuple. Du coup, avec sanctions, sans sanctions, de toute façon, l'argent, il ne va pas dans la caisse publique, il ne va pas dans la caisse de population, il va vraiment dans la poche de cette oligarchie. Du coup, la population, elle dit, mais nous, on n'est pas bêtes. Du coup, il ne faut pas expliquer la colère de ces populations juste à travers des sanctions et à travers de classement économique. Mais je dis ça parce que moi j'ai entendu les paroles des camarades décoloniales en France. Je dis des camarades, mais j'hésite de dire non, parce qu'on partage sur la question coloniale en France, islamophobie en France, Palestine, bien sûr qu'on partage tous ces terrains de lutte ensemble, on est côte à côté dans les manifs, mais par contre quand il s'agit de questions de l'Iran, de Moyen-Orient, de Kurdistan, tu vois, il y a très faible solidarité dans le milieu décolonial, par exemple, pour les Kurdes, alors qu'ils subissent vraiment un autre massacre parallèle en Syrie, et parce que la Turquie, parce que Jolani, parce qu'il y a aussi le monde arabe, on pense que Jolani c'est le monde arabe, on pense que la Turquie c'est le chef, le père du monde musulman, mais c'est vraiment des banalisations des enjeux, je vais dire des enjeux de vie et de survie pour les gens. Du coup, toutes ces situations, ça vient de façon dont on réduit on réduit la situation complexe interne de ces pays juste aux enjeux géopolitiques et anti-impérialistes. Je dis deux mots là-dessus parce que on l'appelle la tendance campisme. J'allais venir là-dessus. Mais oui, voilà, parce que clairement, c'est vraiment, ça existe pour ces gens-là, ça existe que deux camps. En fait, il y a les États-Unis, Israël, et d'autre côté, il y a tous ces pays de tiers-monde, parce qu'il y a toute une histoire de campisme aussi. Avant, c'était du coup, avant la chute de l'Est, c'était vraiment
la Russie, etc. Et aujourd'hui, c'est l'Iran, Syrie. Alors, on a vu vraiment les prisons de Assad. Il faut voir vraiment toutes ces images de prisons de Assad et après croire que Assad c'était un dictateur qui massacrait sa propre population pour dire oh non, 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 j'étais jamais pro-Assad. Bah oui, on avait beaucoup de camarades qui étaient pro-Assad, qui sont aujourd'hui pro-Iran. Et ça va sortir les mêmes images le lendemain de l'Iran. Mais comment on peut faire ça? Il faut vraiment, c'est aussi une tendance très eurocentrique, c'est-à-dire de voir l'enjeu de Moyen-Orient juste à travers de l'impérialisme de l'Europe, de l'Occident, comme si l'Occident il est le centre du monde et on ne peut pas voir le monde. Finalement, c'est une analyse eurocentrée, donc en fait, c'est validé que le centre impérial c'est ici et que c'est des analyses depuis ici par rapport à des enjeux. Que tu disais un peu de campisme qui détermine l'analyse sur l'Iran, donc c'est absolument pas c'est complètement eurocentrique et c'est aussi en contradiction avec les valeurs dont la gauche ils défendent. Par exemple, si on défend la valeur, si on est contre la violence de l'État, par exemple en France, qui est une vraie question et qui est la réalité aujourd'hui dans les quartiers populaires, dans les banlieues. Mais comment on peut ne pas être contre la violence de l'État en Iran? Si on est pour les sans-papiers en France, j'ai pas vu beaucoup de ce genre de choses, moi. Mais on a vu très peu de soutien, nous. C'est parce que c'est dans vos collectifs, quand vous essayez de reprendre les liens avec des militants avec lesquels vous étiez sur d'autres causes, qui ont manqué, c'est ça? De toute façon, on pense qu'il y a vraiment la gauche radicale. Elle a beaucoup hésité de soutenir du coup la cause iranienne et les révoltes en Iran et la révolte de 2022, mais surtout la révolte d'aujourd'hui, de récente, parce que avec la récupération de la question de féminisme par le féminisme islamophobe, néocolonial en France, le pro-génocide en France, on pense que en fait, la légitimité d'une cause, elle n'est pas déterminée par la récupération. Déjà, dans la plupart des luttes, des résistances des pays du Sud, ils étaient récupérés quand ils arrivent dans les pays du Nord et quand ils arrivent en Occident. Ça, c'est clair. C'était pareil pour la cause kurde, qui a été récupérée tout de suite quand elle arrive en Occident. Mais la question, c'est que, par exemple, c'est comme je dis, ok, Israël récupère la question du féminisme et la question queer. Il dépose du coup le drapeau des personnes cuir à Gaza sur les ruines. Du coup, moi, je suis contre les personnes cuir parce que voilà, ça a été récupéré cette cause. Mais c'est pas comme ça qu'on va juger une cause. Une cause, elle est légitime par rapport à ses revendications, par rapport aux personnes concernées, par rapport à ses résistances, par rapport aux situations objectives dans lesquelles elle est née. Du coup, c'est pas par rapport à la récupération, parce que en fait, l'impérialisme, elle est là pour récupérer. Israël, elle est là pour récupérer. Sinon, comment elle peut être légitime pour attaquer l'Iran? Mais cette récupération, je rappelle aussi encore une fois, c'est encore la responsabilité du régime iranien. Pourquoi je dis ça? C'est fort ce que je dis, mais parce qu'en fait les conditions de cette récupération ont été prêtes et ont été faites par le régime iranien. Parce qu'il y avait des séries de révoltes, il n'y avait même pas une réponse positive. Il n'y avait même pas de minimum d'ouverture. Toute la réponse, c'était la violence. Les gens, ils pensent que la liberté interne, c'est fermé. Pourquoi les gens, il y a une partie de la population, il faut dire la vérité, elle est contente de l'intervention externe, on peut dire. Ça, après, il faut avoir des nuances. C'est pas que les gens ils sont pro-Israël ou ils sont pro-États-Unis et au pro-bombes, par exemple. Personne aime la guerre et les bombes. C'est que les gens, ils ont tout tenté. Ils ont dit, on a tout tenté, 2017, 2019, 2020, 2022, et aujourd'hui, vous voyez, 2025, 2026, mais on a tout donné, on a donné des milliers de vies. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a même pas le minimum de réponse positive, d'ouverture de la part du régime. Du coup, c'est le régime lui-même qui prépare cette condition, en fait, pour l'extrême droite et pour Israël. Si, par exemple, je vous assure, avec le nationalisme iranien que je connais, vous voyez, en tant que Kurde, les gens, ils sont prêts à dans 2 minutes, de devenir le soldat de régime, s'il n'y avait pas cette condition. Si le régime, il donnait les minimums d'ouverture. Si c'était un régime un peu logique, mais il n'y a pas, mais c'est un régime, on l'appelle un régime fasciste, parce qu'il y a vraiment des logiques fascisantes. C'est des logiques qui ne reconnaissent aucune en fait, logique rationnelle qui peut expliquer, ok, si tu ouvres un peu, là tu vas voir, tu vas gagner un peu la légitimité de ta propre population contre l'invasion d'Israël. Mais il ne peut pas, parce que en fait, c'est un régime fasciste, il s'en fout de population et légitimité interne. Ce que tu veux dire, c'est que cette inflexibilité, en fait, l'air de rien,
en fait, prépare les esprits à accepter potentiellement une intervention extérieure? Je dirais que la responsable, c'est le régime iranien qui a préparé cette condition. Après, bien sûr qu'il profite de situations géopolitiques, les pays impérialistes, États-Unis et Israël. De toute façon, c'est un pays très stratégique, l'Iran. Il profite, et on voit aussi la récupération. Vous voyez la récupération ici. On voit la récupération d'extrême droite, par exemple, mais je vous explique aussi parce que cette récupération d'extrême droite, à la fois, vous avez vu des images de drapeaux d'Israël à côté de drapeaux de l'Iran, où les gens qui pensent parfois que la cause palestinienne c'est en face, c'est opposé à la cause iranienne parce qu'il y a des drapeaux d'Israël dans les manifestations. Bien sûr, c'est la récupération aussi des révoltes et la manipulation tu vois, de l'extrême droite iranienne, parce que les royalistes avec le drapeau d'Israël, c'est aussi l'extrême droite iranienne, c'est équivalent de l'extrême droite de ici, vous voyez. Et cette récupération, ça a été fait aussi parce qu'il y a une attaque contre les valeurs de gauche. C'est-à-dire, en fait, depuis la révolution iranienne, c'est le régime, c'est des réformistes, mais c'est aussi, c'est aussi des grands médias d'extrême droite iranien qui attaquent les valeurs de gauche. Et quand je dis les valeurs de gauche, c'est même pas islamo-gauchisme en France, c'est-à-dire les républicains, ça rentre dans la case de gauche pour les gens. Parce que, en fait, tous les gens qui ne sont pas extrême droite, c'est la gauche. C'est un peu comme Zemmour quand il dit la gauche française, vous voyez. Alors que, tu vois, ça peut être la Républicaine, ça peut être PS, PC, ça peut être tout le monde. C'est pareil en Iran. Ouais, tous les gens qui ne sont pas extrême droite, c'est considéré comme la gauche. Et l'attaque permanente par les grands médias, par le régime, par les réformistes contre la gauche, ça a donné des résultats. Mais pourquoi ça a donné des résultats? Parce qu'en fait, la première responsable, c'est encore le régime iranien, parce que elle a pris les valeurs, elle a déguisé son appareil violent, autoritaire, fascisant avec les valeurs de gauche, en se disant anti-impérialiste, en se disant pro-Palestine, en se disant moi je suis contre Israël et contre les États-Unis, en se disant que si on impose le voile obligatoire en Iran aux femmes et l'apartheid de genre, j'ai pas envie de parler de tout ce que j'ai vécu en tant que femme en Iran. Vous voyez, c'est au-delà de votre imagination en France. C'est pas possible. Il faut juste vraiment vivre pour comprendre. Du coup, et tout ça a été imposé au nom des valeurs islamiques, mais moi je dirais islamistes, qui étaient considérées comme des valeurs contre l'impérialisme. Et en fait, du coup, ça veut dire que depuis la récupération de la révolution, en fait, on est sur un mode de décrédibilisation, d'attaque permanente contre la gauche. Exactement. Et aujourd'hui, pourquoi je pense que la gauche campiste, la gauche anti-impérialiste qui parle que des enjeux géopolitiques et d'Israël et des États-Unis sans mentionner des autres potentiels impériales déjà dans la région, mais aussi de façon générale, ou sans parler de logique coloniale de l'État iranien et de régime, de logique violente aussi de l'État iranien. Pourquoi c'est problématique? Parce que aussi la gauche campiste elle a contribué à cette délégitimisation de la gauche, parce que tout le monde dit surtout la gauche iranienne, du coup. Non, la gauche mondiale, la gauche mondiale qui soutient le régime iranien au nom d'anti-impérialistes. Du coup, les gens ils disent ce sont vos alliés. Du coup, si c'est ça la gauche, je veux pas. En fait, ils ont préparé aussi la gauche campiste et la facilité aussi la tâche pour l'extrême droite, parce que l'extrême droite, ils sont en train de dire à tout le monde que voilà. La gauche, c'est les gens qui soutiennent le régime. Et c'est comment dans les autres pays? Parce que ça, je trouve que c'est pas très marqué ici, sauf dans peut-être des franges. Mais c'est comment dans les autres pays déjà? Comment est-ce qu'ils ont couvert ces dernières révoltes, sachant que nous, en fait, ici en France, dans les médias, on a eu un matraquage, honnêtement, sur la question du Shah, et en fait sur un peu cette partie de la population qui, à mon sens, n'est pas plus légitime, puisque son rapport au peuple, c'est pas ça, c'est pas de nature à remplacer le rapport au peuple actuel que tu as expliqué en fait au début. Après, moi je parle des camarades. Je veux dire que des autres États, il y a, tu vois, les États ils en profitent, l'extrême droite elle en profite de façon générale, ils sont similaires. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y avait une spécificité française dans à la fois la couverture médiatique
et à la fois dans les gens qui relativisaient les choses. Il y a la spécificité parce que la question de l'islamophobie et la question des musulmans en France, c'est pas pareil par exemple en Allemagne, c'est pas pareil qu'aux États-Unis, c'est pas pareil que dans les autres pays. Du coup, nous, on a subi cette minorisation, ça ne nous a pas dérangé en tant que Roja d'être exclus dans plusieurs endroits parce qu'on a soutenu la cause palestinienne, parce qu'on est contre l'islamophobie en France, parce qu'on est pour les sans-papiers en France, on est contre le racisme dans les quartiers populaires en France. On est nous des immigrants en France, tu vois, comment on peut ne pas être comme ça. Mais du coup, tout ce qu'on attend aussi un peu de la gauche radicale en France comme ailleurs, c'est aussi de sortir un peu de cette passivité, je dirais, si je ne parle pas de l'absence de solidarité, d'être un peu plus fort dans le soutien des révoltes, dans le soutien des peuples iraniens, parce qu'en fait, si le terrain il est vide pour l'extrême droite, c'est ça aussi, parce qu'il y a très peu de gens qui nous soutiennent. Il y a très peu de gens en fait qui viennent dans nos manifs, les gens qui sont nos camarades, les gens qui partagent nos causes, parce qu'ils pensent que s'ils soutiennent la cause des femmes en Iran, et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec l'islamophobie? Ils sont en train de renforcer ça. Aussi, on soutient la révolte en Iran. Du coup, c'est le régime iranien qui va être affaibli. Du coup, le régime iranien, il est en train de soutenir les Palestiniens. Mais qu'est-ce qu'on fait? Après, il y a une réalité qui est un peu particulière. Par exemple, lorsqu'il y a les révoltes en Iran et que nous, on exprime notre solidarité, ça va pas. Il y a aussi la difficulté que dans certains collectifs, ils sont quand même, il y a des manifs ou des choses qui sont organisées qui sont clairement hostiles à nous, incarnant la gauche de rupture, anticipant ou faisant mine de croire qu'on soutiendrait le régime. Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même une difficulté d'organisation militante. Et puis moi je dirais que peut-être la différence avec les mobilisations pour la Palestine, parce que globalement, moi tu sais, je suis députée en commission des affaires étrangères, et je constate que en fait les mobilisations qui drainent le plus de monde, c'est quand notre État accompagne des massacres ou accompagne d'une injustice. Et c'est vrai que par exemple, tu regardes pour le Congo, tu regardes pour le Kurdistan, tu regardes pour le Soudan, tu regardes pour l'Iran, en fait, comme si tu veux, il n'y a pas d'indignation liée au fait qu'on soutiendrait ces régimes-là, les régimes qui et bah, du coup, ça mobilise moins. Et donc, du coup, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est savoir quoi promouvoir, qui relayer, quelles associations soutenir, parce que je pense que c'est que par là que potentiellement ça peut émerger. Mais il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire que en fait, en France, personne ne soutient le régime. Donc en fait, les gens vont se dire pourquoi se mobiliser? Alors que concernant la question palestinienne, clairement, l'Occident est plutôt pro-israélien. Donc c'est pour ça que ça choque moralement et que ça mobilise plus. Or là, ce qui devrait choquer, c'est l'ampleur même des massacres. Tout à fait, ouais. Exactement. Du coup, ce qu'on demande aussi, c'est de nous faire confiance un peu, parce qu'on est des camarades. Parce qu'on partage les mêmes valeurs, on fait les mêmes luttes contre la violence de l'État ici en France, pour pas laisser ici. Et la même chose qu'on fait en Iran, toi, quand les camarades ils disent que c'est les agents d'Israël qui sont dans la rue, alors que ce sont mes sœurs, mes proches des autres, les proches des autres, ce sont nos amis, tu vois, qui étaient en prison, qui sont dans la rue aujourd'hui, tu vois, tu te dis, mais comment tu te permets de dire ça en fait? Comment tu te permets de dire, alors que tu es un militant expert de gauche et tu représentes, du coup, ces valeurs de gauche, c'est ça qui va tourner contre nous en fait. C'est ça, on va payer en tant que diaspora de gauche émigrée de personnes racisées, ça va détourner contre nous. Vous voyez, avec cette situation, tu vois, si les gens ils disent que c'est les agents de Mossad qui sont dans la rue, ça va faciliter l'oppression par le régime aussi, parce qu'en fait ils vont être accusés d'être les agents de Mossad, et c'est très simple de les exécuter, du coup avec l'impunité pour le régime. Voilà, j'ai raison de les exécuter parce que de leur donner 30 ans de prison parce que tout simplement c'est les agents de Mossad, alors que ça peut être un ami de moi qui était dans la rue parce qu'il est en colère, parce qu'il ne trouve pas la réponse. Du coup, tout ce qu'on demande, c'est un peu ça, et parfois il y a le discours aussi qui peut changer le soutien, c'est-à-dire que par exemple de dire qu'il y a un impasse en Iran, ça suffit pas, vraiment il faut aller plus loin, il faut être plus fort dans le soutien, dans les revendications, dénonciation, je dirais, de ce régime. Il faut que la gauche radicale en France aussi, il faut qu'il utilise les mots forts. Impasse, l'Iran c'est pas juste un impasse,
c'est un massacre. En fait, les camarades de Palestine, ils disaient il faut nommer les choses par leur nom. C'est un génocide. C'est pas moins qu'un génocide. C'est un massacre, c'est pas un impasse. Il faut vraiment nommer les choses. C'est un régime fasciste, autoritaire, néolibéral, capitaliste, comme vous voulez, très nationaliste, comme vous voulez en fait, et misogyniste, et contre les Afghans, vous voyez, les émigrés. Du coup, il faut nommer les choses avec les vrais noms. Et à partir de là, par exemple, il y a des camarades qui donnent parfois aussi, il y a aussi de la pédagogie en fait. En échangeant, on va apprendre des choses sur le Moyen-Orient, sur la place de questions de Kurdes, par exemple, en Iran ou dans la région, sur les relations. Nous, on est en relation entre nous, les personnes opprimées du Moyen-Orient. Nous, on est vraiment en contact avec les internationalistes, nos camarades qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes causes, les mêmes résistances, de Liban jusqu'à l'Iran, de l'Iran. On est même en contact avec les camarades féministes palestiniens ici, on avait des réunions internes, externes avec elles, parce qu'on se comprend, parce qu'ils se parlent, et c'est une pédagogie mutuelle aussi. Et comme ça, tu vois, on évite parfois d'utiliser, il y a des camarades qui disent, parfois ils se donnent vraiment des références un peu au discours, je veux dire, mais qui montrent qu'il manque un peu de pédagogie. Par exemple, des camarades qui parlent tout le temps de parti Today, par exemple, comme de parti référence qui a été opprimé par le régime iranien. Alors que le parti Today, c'était presque un allié du régime iranien, même si c'était de gauche. Il a complètement soutenu Khomeini et il a soutenu le régime iranien et c'était parmi les dernières d'être opprimé, même s'il était opprimé comme tout le monde. Tout le monde était opprimé, y compris le parti Today, mais pour parler de la gauche iranienne, franchement, si tu commences à parler de Today, alors qu'il y avait, moi je suis kurde, il y avait énormément des partis politiques de gauche socialiste très radicales qui étaient complètement massacrés. Des anciens militants de Today, mais il y a très longtemps, et qui m'ont expliqué qu'ils ont quitté ça il y a très longtemps parce que c'était un peu infiltré par. Voilà. Oui. Si je peux me du coup, on a une question sur le chat, je trouve, qui reflète un peu peut-être aussi l'espèce de je sais pas comment dire, de malaise qui fait que, comme tu dis, vous sentez pas du tout assez de soutien. Il y a la difficulté d'organisation que tu mentionnais, Nadège, mais tu vois, là, il y a une question qui nous dit, c'est Mathias qui nous demande sur le chat, est-il possible, selon toi, donc, de renverser le régime iranien sans créer un appel d'air que les USA et Israël utiliseraient justement pour s'ingérer dans les affaires du peuple iranien? Parce qu'effectivement, nous, on a quand même un énorme matraquage médiatique qui nous présente comme solution les descendants du Shah. Et donc, du coup, c'est peut-être ça aussi. Qu'est-ce que tu. Il ne faudrait pas qu'il y ait une deuxième confiscation. Voilà, en fait, c'est ça. Et je pense qu'il y a cette crainte-là de voir une deuxième confiscation, plus ou moins sous les indications de Trump et d'Israël. Peut-être que c'est ça aussi qui crée ce malaise. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, ça Oui, bien sûr que la population, la population, elle est variée. Elle n'est pas homogène, comme tous les pays. Il y a vraiment des avis différents, il y a des populations différentes. Aujourd'hui, en Iran, on voit, par exemple, il y a à peu près 40% des Iraniens, des populations en Iran qui ne sont pas chiites et qui sont chiites mais qui ne sont pas perses. Tu vois, c'est énorme. Ouais. Si on parle des Kurdes, des Azaris, de Baloutches, des Arabes, les féministes, tu vois, je mentionne juste les gens qui sont par exemple anti-royalistes. D'accord. Et qui sont la plupart contre la guerre. Et aussi une grande partie de la population qui est contre la guerre mais qui ne voit pas d'autre solution en fait. Quand les gens ils disent que ils cherchent une solution de extérieur, c'est qu'ils voient complètement fermer la situation interne. En fait, vous voyez, j'ai dit ça dans des autres entretiens aussi, mais vraiment le sac noir que vous avez vu, les sacs de poubelle où il y a le corps, mais ça c'est l'Iran. En fait, tout le monde est enfermé dans ces sacs noirs où tu peux plus respirer dans ce pays. En tant que femme, en tant que personne queer, en tant que kurde, en tant que travailleur, tout simplement travailleuse, tu vois, les femmes qui ont 3 boulots aujourd'hui pour vivre, survie en Iran, vous voyez, dans cette situation-là, et je parle même pas des militantes, parce qu'ils sont complètement opprimés par le régime. Vous voyez, dès que tu bouges, t'es arrêté, tu pris des années de prison pour rien. En fait, parfois, les gens ils me demandent pourquoi, par exemple, mes amis sont en prison. Pourquoi il est en prison? J'ai du mal à expliquer vraiment pourquoi il est en prison. Parce que c'est tellement compliqué de dire pourquoi il est on ne comprend pas trop non plus. Du coup, dans cette situation-là, les gens, ils pensent que du coup, ils ont tout tenté et peut-être c'est l'extérieur qui peut ouvrir. Oui. Mais malgré tout, vraiment, s'il y a le minimum d'espace, de tentatives, je veux dire, peut-être ça va venir avec le temps. C'est-à-dire
moi je pense que tout le monde doit rester vraiment contre la guerre. Moi, quand je dis moi, en tant que Roja, notre collectif, on a organisé même des manifs contre la guerre quand il y avait l'invasion d'Israël le mois de juin. On va continuer à se mobiliser contre vraiment les guerres de façon générale, mais surtout les guerres impérialistes qu'on a connues en Libye, on a connues en Afghanistan, en Irak. Je les ai suivis très proches personnellement, mais je vais dire que toutes ces histoires, on connaît très bien notre région, on connaît très bien, elles sont fraîches, les gens, en fait les Afghans, on les connaît énormément et il y a énormément de récits de guerre, l'invasion impérialiste, du coup on ne peut pas reproduire la même chose, mais la question pour nous c'est aussi, il ne faut pas que ça soit un prétexte. Tu vois, il ne faut pas que ça soit un prétexte pour soutenir le régime iranien. Ça, on se demande aussi. Pour nous, la responsable de ces crimes, c'est le régime iranien. Et même s'il aura les récupérations, on reste contre ces récupérations. On fait toutes les mobilisations possibles pour faire des luttes parallèles, à la fois contre le régime iranien, mais aussi contre la guerre. C'était aussi nos mots d'ordre quand on a organisé un manif. On a organisé il y a 2 semaines un manif à Paris qui était quand même grand. Il y avait 5600 000. Et c'était avec des mots d'ordre de gauche, avec des mots d'ordre ni royalistes, ni le régime iranien, mais avec le mot d'ordre aussi contre l'invasion d'étrangers. Ouais. Du coup, nous, on est clair dans nos positionnements et on se mobilise autour de ces positionnements, mais on demande aussi aux gens de faire attention aux récupérations de l'autre côté. Parce que peut-être vous ne saviez pas, mais il y a tout un travail intense de régime iranien dans des autres pays pour son propre propaganda. Oui. Du coup, il y a beaucoup de gens vraiment qui croient à tout ce qui est l'entente du régime iranien. Ils croient que c'est un régime de résistance face au impérialisme, mais c'est un régime légitime, c'est un régime qui est obligé de massacrer sa population parce qu'il y a en face un ennemi extérieur. C'est très simple de dire que j'ai un ennemi extérieur. Du coup, en fait, c'est comme la violence conjugale. Vous voyez, c'est que le mec qui est violent, du coup, il justifie tout à l'intérieur parce que c'est un gars très adorable pour l'extérieur, parce que les gens ils pensent qu'à l'extérieur il aide à droite, à gauche, les gens, etc. Du coup, on ferme les yeux s'il est violent à la maison, c'est pas grave. Et s'il frappe, c'est pas grave. S'il viole, par exemple, c'est pas grave. Vous voyez, c'est quand même comment on peut accepter ça en tant que féministe, c'est pas possible. Et c'est à peu près la même situation, vraiment on demande juste ne pas prendre ça, la guerre, la question de l'invasion impérialiste qui est vraie, qui est proche, qui est vraiment une vraie menace, de ne pas prendre ça comme un prétexte pour soutenir le régime iranien. Moi, je vais devoir vous quitter parce qu'il faut que je mange avant de reprendre le perchoir. Là, je te remercie, je pense qu'on a d'autres moments où on fera appel à Roja pour avoir une analyse de gauche de la situation. Quelles sont les prochaines mobilisations justement pour plus je pense. Salut Nadège. Je vais être pour rencontrer quelles sont les prochaines mobilisations. Ouais, du coup nous on est en train d'envisager aussi un peu, parce qu'on pense qu'il y aura beaucoup de répression, de toute façon il va y avoir vraiment, et là il y a des milliers de gens, plus de 20 000 gens qui ont été arrêtés, énormément de gens qui ont été arrêtés, on ne sait même pas ils sont dans quelle prison, il y a des gens qu'on ne sait même pas s'ils sont vivants, s'ils ne sont pas vivants, s'ils sont en prison ou s'ils ont été tués, du coup on n'a pas tous ces éléments, du coup on essaie de continuer déjà pour soutenir les prisonniers politiques, toutes les personnes arrêtées, mais on est sûr qu'il va y avoir aussi des exécutions. Il y a déjà du coup par exemple des forces mobilisées dans le milieu à l'hôpital, tu vois, les gens qui ont aidé les aides médicales, etc., les personnels qui ont été arrêtés, qui ont la peine de mort. Du coup, nous, on soutient tous ces médecins qui ont été arrêtés aussi et on continue la mobilisation contre la répression, contre la guerre, mais bien sûr d'abord contre le régime et ses répressions, et après contre la guerre, aussi l'invasion, les menaces des pays extérieurs. Mais on va organiser des manifs, des rencontres et on va annoncer tout ça prochainement. Ok, donc on peut suivre. Paris ou vous êtes un peu Oui, on est sur Paris. On a des alliés partout et on s'organise aussi au niveau de la diaspora de gauche iranien. Et on peut suivre donc Roja sur Instagram. Sur Instagram, ok, c'est noté. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça. Et donc Muriel, Nadège est partie. Nadège est partie, mais je pense que tu veux. C'est quand même avec. Et il y a Ségolène Royal. Alors ça là,
elle est magnifique. Non, c'est Elle est encore mieux. Tu passais nous dire bonjour? Ouais, je passais vous dire bonjour parce que Nadège m'a dit que vous vouliez parler de la suppression du devoir conjugal dans le code civil et que j'avais quelques mots à vous en dire si vous avez envie d'en parler. Oui, ok. Mais ça va être c'est pas ça, je parlerai de quoi. Vas-y, t'es venu. Donc, profite. Là, on a attaqué la question des AESH. C'est important. Voilà, donc, parce qu'en fait, normalement, je travaille avec Nadège sur la question des AESH. Et là, récemment, on a pu voir que le Sénat a rejeté une proposition de loi pour fonctionnariser les AESH. Et c'est vraiment ce qu'on portait avec Nadège. On a fait une proposition de loi en 2022 qu'on a représentée en 2024. Et qui a été, qu'on avait étudié en commission, qui avait été effectivement aussi vidé de sa substance par la droite et l'extrême droite, qui préfèrent garder des contractuels corvéables à merci. Parce qu'il faut comprendre que les AESH, elles sont donc contractuelles, elles travaillent 24 heures semaine, elles sont payées moins de 1 000 € par mois. Alors les AESH, je n'ai pas précisé, mais ce sont les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, principalement des femmes, à plus de 95%. Ce sont des femmes. Elles accompagnent donc les élèves en situation de handicap dans les écoles. Et donc elles ont un statut extrêmement précaire. Elles ont déjà une période d'essai, on va dire, de 3 ans. C'est-à-dire qu'elles ne sont titularisées qu'au bout de 3 ans. Je crois qu'il n'y a pas un métier où la période d'essai est de 3 ans. Elles ne sont formées que 60 heures en tout de formation pour tout le travail, toute leur carrière. C'est ça. Et une fois qu'elles ont commencé le travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation préalable. Et donc le projet de loi la proposition de loi qu'on défend avec Nadège, c'est de créer un vrai statut de fonctionnaire de catégorie B, avec une formation préalable longue, où là elles peuvent vraiment appréhender tous les handicaps qu'elles peuvent rencontrer au cours de leur carrière, et ils sont très nombreux. Ouais. Et donc l'accompagnement ne se fait pas du tout de la même façon, avec donc à l'issue de cette formation un concours par exemple, un statut, c'est-à-dire obtenir un vrai statut de fonctionnaire, et donc créer un vrai métier. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas... Voilà. Mais l'idée fait son chemin. J'ai même entendu le ministre de l'Éducation dire qu'il était en train de parler, de créer des discussions avec le Sénat, par contre, donc c'est pas forcément un bon signe, mais et ce qu'on craint, c'est que nous, dans notre proposition, c'est vraiment qu'elles aient un temps de travail de 24 heures semaine. Et ça, la droite n'accepte pas. C'est pas assez. Ouais. On voudrait donc, parce qu'il y a tout un temps de travail invisible, et de formation et de préparation des cours, d'accompagnement. Et de lien peut-être avec l'enseignant en dehors des cours. Avec les enseignants, avec le médico-social, enfin tous les acteurs en fait de l'accompagnement de l'élève. Et ça pour l'instant c'est ce qui bloque beaucoup, c'est ça. Parce que du coup, qu'est-ce qu'ils veulent qu'elle bosse aussi sur le temps périscolaire, etc. C'est ça. Il y a eu des projets de fusionner les AESH avec les AED il faut qu'elles fassent 35 heures parce que sinon il faut travailler plus pour gagner plus. Oui, sauf qu'en plus c'est toujours sur du temps hyper compressé parce que du coup c'est forcément dans le temps scolaire ou périscolaire de l'enfant. Donc ça veut dire qu'elles ont, si elles font à la fois AESH, premier degré c'est 24 heures. En vrai elles ont jamais de temps de pause. Elles ont, c'est l'enfer. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait que là, l'éducation nationale, faute de moyens, enfin en tous les cas, ils ne veulent pas mettre les moyens, sont en train de réformer un peu le système, et actuellement le système se fait par pial, c'est-à-dire par région, par zone géographique on va dire, et là ils veulent passer au PAS, c'est-à-dire des zones un peu plus grandes pour les AESH, c'est-à-dire qu'elles vont devoir faire plus de kilomètres, ça, exactement. Comme si elles avaient les moyens de payer les frais kilométriques en plus, avec moins de 1 000 € par mois. Voilà, donc forcément ça ne passe pas. Et le problème également, c'est que c'est un peu plus technique, mais le but pour l'éducation nationale, c'est d'aider les élèves, c'est ce qu'ils disent, aider les élèves au plus vite. Et tous les élèves, donc tous les élèves en situation de handicap et les élèves
mince, j'ai oublié le Avec terme. des besoins particuliers. Un besoin particulier. Genre les 10. C'est ça. Et donc ils mettront un dispositif, c'est-à-dire que c'est l'Éducation nationale qui mettrait en place un dispositif très très rapidement, comme ça tout se passe bien. Mais le but dans tout ça, c'est de chanter la MDPH, la Maison départementale du handicap, parce que dès qu'on aidera un élève, du coup la famille n'aura plus, comme il y a un besoin mis en place, et la famille n'ira plus voir la MDPH pour faire une notification d'accompagnement. Exactement. Et qui dit pas de notification, dit pas de recours. Voilà. Et donc en fait il y aura moins de besoins notifiés par l'éducation nationale. Donc moins de besoins dans leur tableau. C'est-à-dire qu'en fait le problème c'est que l'éducation nationale serait celui qui donne les besoins alors que c'est aussi celui qui donne les moyens. Alors que pour l'instant la MDPH ne présupposait pas des moyens qui étaient mis derrière. Voilà en fait ce qui est en train de se tramer. Et donc on avait réussi à empêcher ça en commission mixte paritaire. Dans l'année, là, on a empêché la généralisation des passes parce qu'ils ont essayé, le gouvernement a essayé de le faire par un amendement dans le texte parcours inclusif. C'était un texte un peu léger sur les AESH, mais bon, c'est ça. Voilà, ils sont perfides quand même. Hein. Parce que du coup, on est d'accord que ce que ça créerait. Non, c'est très clair. Ce que ça créerait, donc les fameux passes, c'est quoi ça veut dire quoi cet acronyme d'ailleurs? Pôle d'accompagnement scolaire, scolarisé, je sais pas. Du coup, en mettant ça en place, parce que tu disais du coup, ils chantent les MDPH, ça veut dire qu'en fait, du coup, ça serait définir. Ce serait en fait d'accompagner en fonction des moyens alloués et non pas en fonction des besoins des enfants. C'est bien ça. Mais c'est carrément de faire baisser les besoins parce qu'ils sont plus répertoriés. Ça sera l'éducation nationale. C'est rendre les besoins invisibles. Voilà. On rend les besoins invisibles et puis en fonction de ce qu'on a comme moyen, on va plus ou moins l'attribuer. Et c'est surtout qu'à moyen constant, parce qu'ils n'ont pas l'intention d'augmenter les moyens. Tu auras et les élèves en situation de handicap et les élèves à besoins particuliers qui à le 10 sont déjà dans les élèves en situation de handicap. Ils ont déjà des notifications d'accompagnement. Mais c'est voilà. Donc en fait, tu auras les deux catégories d'élèves mais avec des moyens constants. Donc on n'augmente pas les moyens et en plus on a plus d'élèves à accompagner. Et elles n'ont toujours pas de formation. Là, le but justement, c'est de ne pas forcément mettre des AESH. Ils sont en train de dire qu'il y a trop d'AESH. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la MDPH ne notifie pas que de l'accompagnement humain. Ça peut être du matériel, etc. Mais ça, c'est vrai. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est surtout que là, pour l'instant, comme les besoins augmentent, ils ne veulent pas mettre les moyens. Et tu disais qu'ils disent qu'il y a trop d'AESH. Enfin, le gouvernement, en gros, il y a trop de notifications. Il y a trop de notifications. Il n'y a pas trop d'AESH, il y a trop de notifications. Bah oui, il y a des j'ai entendu dire aussi le ministre de l'Éducation nationale dire qu'on ne trouvait pas d'AESH. Bah oui, avec un statut pareil, moi je comprends. Statut pareil, un salaire pareil. Et pourtant, je vous assure, parce que j'ai travaillé avec des AESH et elles aiment leur métier. C'est un super métier. Ça devrait être un métier. Pour l'instant, c'est pas vraiment un métier puisqu'il n'y a pas de statut. Donc ça pourrait être un très très beau métier. Ça fonctionne puisqu'on a vu, j'ai travaillé il y a une dizaine d'années à la direction académique et on commençait à voir justement des élèves arriver en BTS parce qu'ils étaient accompagnés. Donc ça montrait que ça fonctionnait. Et donc l'accompagnement humain, ça fonctionne très bien, mais il faut y mettre les moyens, tout simplement. Et effectivement, c'est pas la seule solution. Il y a aussi, on est bien d'accord. C'est vrai qu'en plus sur le matériel, il n'y a strictement rien qui est fait. Et en plus, ce qui manque parallèlement, parce que l'inclusion, c'est très bien, mais ça sert également, ça a servi d'excuse à l'éducation nationale pour baisser le nombre d'enseignants spécialisés dans les structures. Parce qu'on manque parallèlement de structures. Tous les élèves ne sont pas bien à l'école. Il arrive encore qu'il y ait des élèves en souffrance dans les écoles. Et donc, on a besoin également de structures. Et là, on manque énormément. Je suis sûre que dans vos circos, vous avez été appelés par des familles complètement désemparées parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'ITEP, il n'y a pas d'IME, il n'y a pas de place. Il y a des années d'attente. Et donc, voilà. Donc, on a beaucoup, beaucoup à faire. Mais c'est vrai qu'avec Nadège, on a surtout travaillé sur l'accompagnement humain, sur le statut des AESH. Mais en vrai, moi j'avais suivi plusieurs AESH aussi dans leur journée de travail il y a quelques temps de ça. Et donc je rejoins tout à fait ce que tu disais. Moi j'en ai rencontré justement qui faisaient ce métier par vocation, malgré la pure galère. Et vraiment le truc, un des premiers trucs qui est revenu quand j'ai discuté avec la plupart d'entre elles, c'était la question de la formation. Enfin, le fait qu'elles apprenaient sur le tas, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire parce qu'elles avaient de la bonne volonté
et qu'elles essayaient de trouver des solutions, des moyens, etc. Mais qu'en fait, voilà, on les laisse complètement. Il y en a une qui disait qu'elle voulait faire la formation, donc on l'avait filé, mais c'était genre, c'était un truc en ligne, tout pourri. Vraiment, c'est honteux. On parle quand même d'accompagner des enfants. En plus, c'est une formation, elle n'est pas partout, mais souvent. Ouais, voilà, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et du coup, j'avais aussi pu faire un voyage, je sais plus, on avait dû en parler en Italie. Justement parlementaire, pour voir justement comment ils organisent l'accompagnement des élèves en situation de handicap là-bas. Et ce qui est frappant, alors c'est pas Mélanie qui a mis ça en place, ça fait le pays bosse là-dessus depuis les années 70. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait là-bas, dès qu'il y a l'équivalent d'une notification, donc qui dit qu'il y a un enfant qui a un besoin particulier, et bien immédiatement en fait il y a un deuxième professeur, donc ça rejoint les enseignants un peu spécialisés dont tu parlais tout à l'heure, qui rejoint la classe, c'est-à-dire que le professeur qui s'occupe de la classe d'habitude, il va avoir en plus un collègue spécialisé qui va travailler avec lui. Cette personne, elle est donc formée à tout type de handicap justement, et son job, c'est de s'assurer avec son collègue que toutes les séquences qu'il ou elle a prévues sont adaptées à l'ensemble des élèves qui sont dans la classe. Wow. Donc ça change complètement la logique. Ça c'est vraiment inclusif. Voilà, c'est ça. Et en plus, il y a un accompagnement humain aussi, l'équivalent de nos AESH, nos AESH d'aujourd'hui, tel qu'est fait leur métier, avec justement s'il y a besoin d'une aide mécanique ou à la... Alors il y a quelque chose qui est apparu aussi il y a une dizaine d'années, c'est la mutualisation. Donc là j'ai demandé justement un rapport sur la mutualisation, c'est-à-dire qu'avant, un élève a été notifié d'un temps d'accompagnement très précis, donc ça pouvait être 24 heures, c'est vraiment, il était en incapacité vraiment d'être seul, mais ça pouvait être 9 heures, 12 heures, etc. Et petit à petit, comme ça coûtait trop cher, on a vu apparaître la mutualisation. On nous l'a vendu en disant oui, mais c'est pour que l'élève acquiert plus vite l'autonomie. Parce qu'elles ont tendance, les AESH ont tendance à faire à la place. Je dis, mais en fait là, c'était pas du tout ça. Déjà, c'était pour des raisons comptables, mais en plus, si l'AESH elle faisait à la place d'eux, c'est qu'elle n'était pas bien formée. Parce qu'elle savent, voilà, c'est parce que malheureusement pour elle, c'est un métier. Et donc en fait, il lui fallu qu'elle ait une formation préalable pour montrer que voilà, on ne fait pas à la place d'eux, mais on apprend à l'élève à faire, etc. Et du coup là maintenant, ils en mettent plusieurs élèves. C'est énorme. Elle se retrouve parfois avec 5 élèves à suivre en même temps. Et puis alors, sans forcément que les handicaps soient compatibles les uns avec les autres. Et du coup, les besoins d'accompagnement sont parfois radicalement opposés. C'est ça. Et donc il y a beaucoup d'élèves qui se retrouvent avec un temps d'accompagnement notifié par la MDPH qui n'ont pas le temps complet d'accompagnement, et effectivement ça pose difficulté. Donc voilà, on a encore beaucoup à faire, mais vraiment l'idée fait son chemin quand même, parce que je pense qu'elles se sont un peu rendues visibles ces derniers temps, donc c'est très bien, et il faut qu'on continue parce que vraiment en plus créer un métier c'est génial, parce qu'il y en a plein qui disparaissent, et ben là on peut en créer un beau avec des femmes super qui sont vraiment motivées, parce que c'est vraiment un beau métier quand on peut aider les gamins, c'est vraiment chouette et ça fonctionne. En plus, on a souvent le soutien des parents, de tous les personnels enseignants de l'école. Parce qu'on n'a pas parlé des parents, c'est le parcours du combattant déjà pour obtenir la notification de la MDPH, et ensuite, une fois qu'ils l'ont obtenue, c'est encore pas simple, vraiment pas simple. Voilà. Excellent. Bravo. Donc on continue avec Nadège, qui est partie, mais Nadège travaille dessus aussi. Trop bien. Et du coup, Ségolène, tu viens nous voir. Moi, je suis venue vous parler d'un travail qui n'était pas le mien du tout. C'est celui de Sarah Lecrin principalement, qui a bossé comme une folle, mais qui... Sarah, qui on fait coucou, gros bisous, Sarah. Mais qui était un petit peu très 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 enceinte, trop pour être présente. Donc du coup, on a pris collectivement la relève sur ce texte-là, qui est un texte transpartisan, et qui revenait sur le devoir conjugal. Alors pour les plus jeunes, le devoir conjugal, parce que alors moi j'ai eu des messages sur les réseaux qui disaient mais ça existait encore ce truc. Pour les plus jeunes, le devoir conjugal, c'est l'obligation à l'intérieur d'un couple marié d'avoir des rapports sexuels entre conjoints. Donc en fait c'est problématique dans tous les sens. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire l'article pour vous dire à quel point c'est problématique, mais ça participe de la culture du viol, du viol intraconjugal, et puis ça venait aussi
alimenter les discours masculinistes qu'on a encore aujourd'hui avec ce droit à l'orgasme en fait, et puis avec aujourd'hui les petites lubies du moment telles que le réarmement démographique, etc. Il y avait urgence à supprimer ce genre de choses de notre code civil et venir dire que ben non, en fait, il n'y a plus besoin de maintenir ce devoir conjugal. Alors certains nous ont dit non, mais en fait, ça c'est une loi d'un autre temps, comme le fait que les Parisiennes n'aient pas le droit de porter le pantalon, qui est une loi Napoléon qui date et qui était toujours dans le code civil. Mais en fait, il faut savoir qu'en 2019, il y a un juge aux affaires familiales qui a prononcé un divorce au tort exclusif de madame parce qu'elle se refusait à avoir des rapports sexuels avec son mari. Donc c'est pas si vieux en vrai. En 2019, c'était il y a 5-6 ans. Voilà, enfin on avait encore ce genre de jugement. Je pense que le juge qui a rendu ce jugement, il bosse encore. Et probablement, si on revient avec justement des politiques sur le réarmement démographique, avec des discours masculinistes qui rappellent leur droit à l'orgasme, etc. Enfin, moi, je sens qu'effectivement, on est dans une période où il ne fait pas forcément bon vivre de laisser ce genre d'obligation traîner dans le code civil, en tout cas pour la protection des femmes. Donc voilà, c'est une super victoire parce qu'on l'a voté, donc on va voir ce que ça va devenir, il faut que ça parte au Sénat, etc. Mais on l'a voté, et alors ça a été une occasion hyper drôle, parce qu'on s'est dit, ok, on va aller un peu plus loin. Il y a une obligation qui reste encore dans le code civil pour les couples mariés, c'est l'obligation de fidélité. Et aujourd'hui, parfois, ça peut paraître absurde. Déjà, il n'y a pas de définition de ce que c'est la fidélité, à partir de quel moment on est infidèle, etc. Enfin, bref. Et du coup, on a essayé de supprimer par amendement cette notion de fidélité aussi, en disant, en fait, on peut, si un couple veut être fidèle, il peut l'être, c'est leur choix, mais avoir une obligation de fidélité, c'est ridicule. D'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a plus de divorce pour faute, c'est-à-dire pour avoir été infidèle, justement. Donc en fait, comme il n'y a plus d'obligation à être fidèle, entre guillemets, dans le sens où il n'y a plus de divorce pour infidélité, pourquoi garder la fidélité? Et en fait, on a gardé la fidélité parce que il y a dans la loi une présomption de paternité. Lorsque madame est enceinte et va mettre au monde un enfant, il y a une présomption de paternité pour l'époux. Et c'est écrit comme tel. L'époux est présumé père de l'enfant. Et donc cette présomption de paternité, en vrai, moi ça fait longtemps qu'elle m'embête. Parce que j'aimerais bien qu'on change ce terme-là de paternité en parentalité. Aujourd'hui, je pense qu'on a assez d'exemples autour de nous, de couples qui ne sont pas forcément hétéros, de familles différentes. On peut adopter, on peut passer par la PMA. Donc en fait, il y a plein de façons de devenir parent. Et donc cette présomption de paternité, elle biologisait en fait la parentalité, d'une part, et d'autre part, elle découlait de cette obligation de fidélité. Donc en fait là on a deux notions qui nous gênaient un peu. Donc la semaine prochaine je sors une proposition de loi qui vise à changer le terme de présomption de paternité en parentalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un couple marié, si l'un ou l'autre vient à mettre au monde un enfant, à adopter ou à faire famille d'une manière ou d'une autre, on présume que le deuxième membre du couple est le deuxième parent. Alors il y a toujours moyen de venir le contester si on veut, mais ça existait déjà, et ça existe déjà en fait dans le code civil. Mais c'est une bonne manière surtout de résoudre un problème qui est pour les couples de femmes, lorsqu'elles veulent faire reconnaître avant la naissance de l'enfant la parentalité de la maman qui n'a pas porté l'enfant, elles sont obligées de passer devant un notaire et de payer.
ce qui crée une différence de traitement aujourd'hui entre les couples hétéros et les couples lesbiens en France, et donc une discrimination, puisqu'elle devait payer le notaire. Ça coûte un bras, une jambe d'aller voir un notaire, alors que les hétéros pouvaient simplement aller à la mairie, dire « il y a un enfant qui arrive, ok d'accord, c'est noté, bonne journée, au revoir ». Donc là, on va pouvoir faire d'une pierre deux coups, supprimer cette notion de fidélité obligatoire dans le couple, changer le terme de présomption de paternité en présomption de parentalité, et du coup, supprimer une discrimination entre les couples hétéros, les couples homo, et puis du coup, faciliter la parentalité, les parentalités en France. Voilà. Ok, super, on suivra ça. C'est la semaine prochaine que tu sors, c'est ça? Je la dépose la semaine prochaine. On est en train d'essayer de récupérer du coup des signatures de députés d'autres groupes pour que ce texte soit transpartisan et qu'on arrive du coup à le déposer lors d'une semaine de l'Assemblée avec les textes transpartisans. Mais j'y crois, je pense qu'on peut y arriver. Ok, bon super, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. Bon, vu l'heure, je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous fais juste une petite info sur un dossier qui m'est cher, si je peux m'exprimer ainsi, la question du chantier catastrophique du siècle, presque, la 69, vous en avez certainement entendu parler, au moins par mois, donc l'autoroute entre Toulouse et Castres. Je sais pas si vous vous souvenez, mais donc cette autoroute, elle a été déclarée illégale, c'est-à-dire que l'autorisation environnementale qui permettait de faire ces travaux a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse en février 2025. Et puis alors, ça a été le branle-bas de combat, l'État a fait appel, les politiques, la droite, les macronistes ici ont fait tout un tas, y compris une proposition de validation de l'autoroute A69, donc en passant au-dessus des décisions de justice tranquillement comme ça, mais aussi plein d'amendements dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique, dont j'ai déjà dû vous parler aussi, qui visait à détruire le droit de l'environnement, à faire qu'on puisse beaucoup plus facilement construire des routes et des autoroutes et des usines, des data centers, bon bref. Le cirque habituel quoi, alors qu'on est d'accord que le droit de l'environnement en fait c'est une protection pour tout le monde, c'est ce qui protège notre environnement, la biodiversité, mais aussi in fine notre santé, enfin bref c'est une dérive assez catastrophique à mon avis, mais bref, tout ça pour dire que la cour d'appel a fini par se prononcer, c'était juste avant le nouvel an, c'était le 30 décembre, donc je pense qu'on ne pouvait pas choisir un meilleur moment pour qu'on n'en parle pas, et la cour d'appel a annulé la décision du tribunal administratif. Il faut savoir que c'est quand même peu fréquent. J'y reviendrai de manière plus détaillée, mais en fait c'est pas fini du tout la lutte contre cette autoroute catastrophique, parce qu'en fait le collectif, notamment La Voix est libre, qui s'oppose depuis longtemps à ce projet, qui a accumulé toute une connaissance citoyenne, juridique hyper pointue, et qui mène cette opposition, on va dire, d'une main de maître, a porté plainte du coup au pénal cette fois-ci, sur les débordements du chantier. Je sais pas, vous avez peut-être vu ça dans la presse, mais en fait il y a ce qu'on appelle, c'est la sonnerie, c'est pour nous, c'est parce que la séance va reprendre. Il y a ce qu'on appelle des dépassements d'emprise, c'est-à-dire que le chantier déborde par rapport aux limites qui étaient prévues dans l'autorisation environnementale qui leur avait été donnée. Ok ? Bon, alors en fait, ils ont documenté ça, ils ont regardé, ils ont vu que ça débordait de partout, qu'il y avait des saccages de partout qui n'étaient pas prévus. Et ça a été vérifié par Radio France, la cellule d'investigation de Radio France, qui a confirmé que ça dépassait de plus de 40 hectares. Et finalement, la justice l'a confirmé aussi, c'était le 12 janvier, si je dis pas de bêtises, où le tribunal a dit qu'effectivement, il y avait bien d'énormes débordements. Et que du coup le chantier devait être arrêté sur ces endroits où il y avait des dépassements, et que le concessionnaire, qui s'appelle Atosca, devait en gros dégager de ces endroits-là et les restaurer. Bon, sauf qu'entre-temps, justement Atosca, il a envoyé à la préfecture ce qu'on appelle un porté à connaissance, c'est-à-dire justement l'analyse qu'ils auraient dû faire depuis très longtemps, que l'État, la préfecture aurait dû demander depuis très longtemps, c'est-à-dire l'état des travaux et justement si ça déborde ou pas. Et c'est marqué dans un petit tableau, c'est très visible, eux ils disent carrément qu'il y a 88 hectares de débordement, d'accord ? Donc là en fait on en arrive à une surface colossale, parce que ça fait à peu près 20% de plus que la surface initiale prévue du chantier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça s'est quasiment
jamais vu, hein, en tout cas d'après les avocates, on n'a jamais vu un truc pareil. Et surtout que c'est un chantier qui a déjà eu plus de 69 mises en demeure, enfin bref, une catastrophe, vraiment c'est une catastrophe, de 69 manquements administratifs et une grosse quinzaine de mises en demeure, enfin bon, bref, ils font n'importe quoi avec le droit environnemental, ils détruisent n'importe comment, leur seul objectif c'est d'aller le plus vite possible parce qu'ils ont promis que la 169 serait livrée en octobre prochain, ce qui est totalement intenable comme délai, mais du coup ils s'en fichent, ils font n'importe quoi et surtout on les laisse faire. C'est ça qui est absolument lunaire, c'est que là il y a des nouvelles zones humides qui ont été détruites, même des zones qui devaient servir à compenser des dégâts qui étaient faits ailleurs, qui ont été détruits ou qui servent de dépotoir, de travaux, enfin, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. On parle d'une zone où il y a déjà des centaines d'hectares qui sont sacrifiés pour ce projet, hein, des terres naturelles, des terres agricoles, etc. Mais là, ça déborde de 20%. Enfin, c'est n'importe quoi. Et ça veut dire en plus que ça va notamment affecter la ressource en eau sur une zone où on sait qu'il va y avoir de plus en plus de sécheresse. Enfin bref. Tout ça pour dire que c'est pas fini et qu'il va sûrement y avoir du nouveau, parce que là vraiment c'est juste insupportable. Normalement en fait ça remet même en question, ça peut remettre en question en tout cas l'autorisation environnementale initiale, parce que vous comprenez bien que dépasser d'un 5e comme ça du chantier, peut-être même plus, va savoir, en fait normalement ça devrait faire l'objet d'une nouvelle autorisation. Bref, la bataille n'est pas finie, n'hésitez pas à suivre le collectif, notamment La Voix est libre, et tous les opposants qui se mobilisent. Moi j'ai interpellé la ministre à ce sujet plusieurs fois, on avait fait un courrier, etc. Je l'ai encore interrogé mardi là, en ce qu'on appelle une QSD, c'est les questions orales sans débat. C'est une question où juste on pose une question au ministre de notre choix et il nous répond et on peut lui répondre derrière. C'est un format un peu différent des questions au gouvernement, mais c'est un peu le même principe. Et alors là c'était lunaire, parce que c'est pas la ministre de la Transition écologique qui est venue, c'est la ministre de la Mer et de la Pêche, donc Madame Chabot, donc qui est en fait qui l'a remplacée. Donc elle m'a lu la prise de position de la ministre de la Transition écologique, Madame Barbu, et c'était lunaire parce que je faisais l'exposé que je venais de vous faire là, de manière un peu plus précise, documentée, tout ça, et sa réponse a été de te dire c'est très important de respecter le droit de l'environnement et il est important que l'autorisation environnementale soit respectée. Je viens de vous expliquer que pas du tout en fait. Donc voilà, en réalité il faudrait que l'État fasse quelque chose, qu'il laisse pas faire ça comme ça. Ils sont censés eux aussi protéger le droit de l'environnement et faire respecter les règles qui s'appliquent normalement à tout le monde. Et c'est marrant, dans ce dossier c'est rarement le cas, hein. Bref, donc affaire à suivre. Nous, ce qu'on demande avec notamment d'autres collègues, notamment Karen Hérodi, bien sûr députée du Tarn, mais collègues de Haute-Garonne, etc., ce qu'on demande, c'est ce que préconisent les collectifs en lutte, c'est-à-dire que l'État demande à l'IGED, alors c'est l'inspection générale, j'ai plus que c'est le E, et du développement durable, qui du coup peut faire une enquête indépendante et un véritable audit en fait justement de tous les dégâts, de tous les travaux, de comment ils se déroulent, et qui peut donner un avis ensuite. C'est une inspection à laquelle ils avaient d'ailleurs, c'est Ségolène Royal, puisque j'en parlais tout à l'heure, qui je crois bien avait fait appel à l'IGED concernant Notre-Dame-des-Landes, mais aussi sur Sivins. Enfin, en réalité ça serait positif d'avoir un regard indépendant. Ça permettrait certainement de repartir mieux, en tout cas de réfléchir mieux, si possible d'arrêter définitivement ce chantier catastrophique, mais en tout cas au moins de poser les choses et d'arrêter de laisser faire n'importe quoi comme c'est aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'il ne faut surtout plus faire, pas faire en termes d'aménagement du territoire. Voilà, j'arrête là-dessus. N'hésitez pas à continuer à suivre la lutte parce que comme je vous ai dit, c'est pas fini. Ce chantier, vraiment pour moi, il est symptomatique, encore une fois, de ce qu'on peut plus, de ce qu'on ne veut plus faire. Et quoi qu'il arrive, je pense que cette lutte, elle porte et elle portera sur la suite. D'ailleurs, on l'a vu, ça a suscité un intérêt national, international. Et s'il y a eu une très forte répression envers ceux qui s'opposaient, ceux qui étaient dans les arbres, par exemple, les fameux écureuils, à tel point que quand même le rapporteur spécial de l'ONU s'en est ému, a dit que c'était anormal. Pour moi, c'est le même raisonnement que derrière la répression à Sainte-Soline. J'ai l'occasion d'en parler, évidemment. C'est la même logique, parce que là, ce sont des projets qui, pour les gens au pouvoir aujourd'hui, pour les néolibéraux, sont cruciaux, dans le sens où c'est la continuité absolue de leur système à eux,
extractiviste, productiviste, qu'il faut surtout pas remettre en question. Or, toutes les données environnementales, écologiques nous crient qu'il faut faire autrement, que ce soit pour les méga-bassines ou pour l'agro-industrie. On a suffisamment de preuves qu'il faut sortir de ça. Pareil donc pour l'aménagement du territoire, mais ils s'entêtent parce que justement, ils ont tout un système derrière qui défendent. Et la loi du plomb 2 montre qu'ils exactement. Tiens, on avait dit qu'on en parlerait, on va pas avoir le temps, mais voilà. Donc le sénateur Duplon vient de déposer une nouvelle proposition de loi pour réintroduire l'acétamipride, en faisant en sorte que le Conseil constitutionnel ne puisse pas le censurer cette fois-ci, puisqu'il y avait une question de temporalité. Donc là, il a ajouté dans sa proposition les notions de temporalité, et donc on verra ce que pourra faire le Conseil constitutionnel, pourra ou pas faire le Conseil constitutionnel, mais encore un combat là qu'il va falloir mener dans les prochains jours. Ouais, d'ailleurs sûrement qu'on vous en reparlera la semaine prochaine, parce que justement il y a des mobilisations qui sont organisées ce week-end. Je sais pas si vous en connaissez, moi j'ai pas vu de date et lieu précise, mais n'hésitez pas à regarder ce qui se passe par chez vous, parce que je pense qu'il va y en avoir dans toute la France. Nous, il y aura un débat à l'Assemblée nationale sur la pétition, vous savez, celle qui a rassemblé plus de 2 millions de signatures. Et bien elle va susciter donc un débat qui sera en hémicycle mercredi après-midi. J'y participerai d'ailleurs, je ferai une question. C'est Manon Meunier pour notre groupe, je crois qu'il fait l'intervention principale, voilà, déclaration générale, merci. Et puis donc Mathilde Digné et moi qui poseront une question. Ce sera, voilà, vous pouvez le suivre en direct. Et Aurélie, tout à fait, est co-rapporteur sur cette fameuse pétition. Donc voilà, c'est sûr, on va en reparler la semaine prochaine. Et il y aura une mobilisation aussi, un peu partout. Donc faudra aller soutenir les mobilisations. Ouais, comme vraiment 2 millions de signatures, plus de 2 millions de signatures, c'est complètement inédit. Ça montre que l'ensemble de la population saisit en fait qu'il y a vraiment un gros problème et qu'on peut plus les laisser faire n'importe quoi comme ça, et que comme le dit très bien Fleur Breteau, le cancer c'est politique, en fait c'est une maladie politique, et il faut absolument changer ces politiques, notamment qui visent à multiplier les pesticides. Voilà. On en reparle. L'atmosphère. On se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Sobaye, Muriel, Ségolène. C'était cool d'être avec vous ce soir. À bientôt. Merci. Au revoir.